Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Orientez-vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre voyage dans le temps et dans l'histoire du Moyen-Orient et du monde musulman. Cette vidéo fait suite à ma vidéo précédente consacrée à la naissance de l'islam. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder cette vidéo, parce que sinon il y a des chances que vous ne compreniez pas tout ce dont on va parler. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on s'était arrêté en l'an 661. Le prophète Mohammed est mort depuis un peu moins de 30 ans. Et Ali, le dernier des 4 califes bien guidés, vient d'être assassiné. Muawiyah, qui était gouverneur de Damas, est proclamé calife. Il est le descendant d'un des grands-oncles du prophète, qui s'appelait Omeya. Il va donc en 661 fonder la dynastie des Omeyyades. Pendant le califat omeyyade, qui va durer de 661 à 750, on va voir 14 califes qui vont se succéder. Muawiyah, le premier calife, va régner pendant près de 20 ans. Et avant sa mort, en 680, il va régler le problème de la succession du califat, en nommant son fils Yazid calife. Muawiyah impose donc une transmission du pouvoir de manière héréditaire. Mais il faut garder à l'esprit que ce n'est pas une norme islamique. Ça s'est imposé par les événements historiques, mais dans le Coran, il n'y a aucune mention de cette façon de transmettre le pouvoir. C'est donc un système dynastique qui se met en place, et on voit les fils hériter du trône de leur père à leur mort. Des fois, on va aussi voir des frères et des cousins s'entretuer pour avoir le pouvoir. Vous vous en doutez que ce système dynastique ne va pas plaire à tout le monde, et on va avoir pas mal de rebondissements dans l'accession au pouvoir des califes. Ce qu'il faut surtout retenir des califes omeyyades, c'est qu'ils ont mené de grandes réformes administratives, sociales et économiques. La première grande décision a été de déplacer la capitale du califat de Médine jusqu'à Damas. Ensuite, l'une des grandes décisions des califes omeyyades a été d'imposer l'arabe dans l'administration, au détriment du grec ou du persan qui dominait jusqu'alors. Cette importance grandissante de l'arabe va se retrouver aussi dans le système social qui va se mettre en place dans le califat omeyyade. On voit donc, en haut de la pyramide sociale, les musulmans arabes qui ont 2 parents arabes. Juste en dessous, on va retrouver les semi-arabes, ou les sans-mêlés si vous voulez, qui ont en général un père arabe et une mère non arabe, qui étaient souvent esclaves. Ensuite, on a les populations qui se sont converties à l'islam, mais qui ne sont pas arabes. On va voir qu'ils vont acquérir progressivement un statut particulier. Ils vont s'appeler les mawalis. La principale discrimination que les mawalis vont subir, c'est de devoir payer un lourd impôt au califat. Et également, ils n'ont pas accès à un certain nombre de professions. Ensuite, on retrouve les populations qui ne sont pas musulmanes. En général, ce sont des populations juives, chrétiennes ou zoroastriennes. Ils bénéficient de la protection du califat, qui ne les persécute pas, mais en échange, ils vont devoir payer un très lourd impôt. Ils ont le statut des protégés, qu'on appelle dhimmi. Enfin, en bas de l'échelle sociale, il y a les esclaves. Les Omeyyades vont également décider d'avoir leur propre monnaie. Jusqu'alors, les monnaies qui circulaient étaient principalement byzantines et sassanides. Le califat va progressivement devenir une puissance économique très importante, et on va voir que ça va se confirmer encore plus dans les siècles qui vont suivre. D'un point de vue politique, le territoire du califat va être divisé en 5 grands gouvernorats. Les gouverneurs étaient directement nommés par le calife, mais ils avaient quand même une assez grande autonomie dans les pouvoirs civils et militaires, et pour prélever l'impôt aussi. Mais vous allez probablement vous demander, et à très juste titre, mais de quel territoire parle-t-on en fait ? Vous allez le voir, le territoire du califat omeyyade est réellement immense. Les Omeyyades sont principalement connus pour leurs conquêtes militaires. En moins d'un siècle, les Omeyyades vont très largement agrandir le territoire de l'islam. Leurs conquêtes vont partir tant vers l'est que vers l'ouest et le nord du territoire musulman. Dès la fin du 7e siècle, ils conquièrent l'Afghanistan, autour de 699-700. Au cours de leurs expéditions vers l'ouest, ils vont se heurter à la résistance des Byzantins et des Berbères. Mais le Maghreb va être conquis au début du 8e siècle. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Tariq, un conquérant berbère qui a fait allégeance au califat omeyyade, va combattre les Visigoths en Espagne. Ils conquièrent Tolède en 711. Les Arabes vont également chercher à conquérir la Gaule. Mais je pense que vous le savez, ils vont rebrousser chemin en 732 en se faisant battre à Poitiers. Vers le nord du califat, ils vont gagner quelques territoires situés en Anatolie. Mais surtout, ils vont essayer de prendre Constantinople à plusieurs reprises. Les Byzantins vont toujours leur faire face et ils ne vont jamais parvenir à prendre la ville.
Le califat omeyyade va donc marquer l'histoire du monde musulman principalement par ses conquêtes, mais on lui doit aussi quelques prouesses artistiques et architecturales. Par exemple, le calife Abd al-Malik est celui qui a fait construire le dôme du rocher à Jérusalem, ainsi que la mosquée Al-Aqsa. Mais malgré cette image de califat conquérant, les Omeyyades vont devoir se heurter à des luttes internes qui vont progressivement conduire à son déclin. Les mécontentements et les révoltes sous le califat omeyyade étaient principalement de deux natures. D'abord religieuses et ensuite sociales. Les grands mécontents du califat omeyyade étaient bien évidemment les chiites, qui avaient vu Ali se faire assassiner puis être remplacé par un de ses adversaires. En 680, lorsque le fils de Muawiyah, Yazid, est nommé calife, on va voir une révolte chiite éclater et grandir. Hussein, l'un des fils de Ali, va rassembler les partisans chiites et mener une révolte contre le pouvoir omeyyade. Mais son armée et lui vont se faire massacrer à Karbala en 680. Cet événement marque, selon les historiens, la deuxième fitna, qui achèvera définitivement la séparation entre chiites et sunnites. Encore aujourd'hui, la date du massacre de Karbala est commémorée par les chiites, et c'est une date très importante dans leur calendrier. Pour comprendre la réelle opposition entre les deux doctrines, il faut voir une caractéristique de la pensée sunnite. Dans la pensée sunnite, on retrouve l'idée que seul Muhammad était un être infaillible, et qu'il fallait suivre la parole divine qu'il avait transmise grâce au Coran, mais aussi ses différents dits et actions tout au long de sa vie, qui constituent ce qu'on appelle la tradition prophétique, transmise par les hadiths qui forment la sunna. C'est de là que vient le terme sunnite. Du coup, ce qui compte avant tout pour les sunnites, c'est l'intérêt général de la communauté musulmane, pour faire perdurer le message du prophète. Il y a cette idée que l'ordre social instauré par le calife est en fait un ordre qui vient directement de Dieu, et donc auquel il faut obéir. Pour les chiites, Muhammad n'est pas le seul être infaillible. Il y a aussi les imams qui vont avoir une place très importante dans la doctrine chiite. Et les imams doivent descendre de la lignée de Ali. C'est de là qu'ils acquièrent leur légitimité religieuse. Selon les chiites, les imams ont donc un pouvoir de droit divin, et c'est à eux qu'il faut obéir. Mais à côté de ces oppositions religieuses, c'est avant tout des révoltes sociales qui vont progressivement conduire au déclin de l'empire omeyyade. Les mécontentements viennent principalement des Mawalis, qui au fur et à mesure des conquêtes ont été de plus en plus nombreux, puisqu'ils étaient fraîchement convertis à l'islam, mais n'étaient pas arabes. En 747, dans la province du Khorasan, un homme du nom d'Abu Muslim va conduire une révolte pour soutenir les descendants d'un oncle du prophète, qu'on appelle les Abbas. Progressivement, ils vont réussir à rallier des Mawalis à leur cause et gagner du territoire. En 749, ils rentrent dans Damas et massacrent les Omeyyades. Abu al-Abbas est proclamé calife. C'est le début de la dynastie abbasside. Voici donc la fin de l'histoire des Omeyyades. Enfin non, pas tout à fait en fait. Parce qu'on va voir que dans le massacre des Omeyyades à Damas, un membre de la famille va réussir à s'échapper et va s'exiler très loin du côté de l'Espagne et va fonder le califat omeyyade de Cordoue. Mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, le califat omeyyade restera l'un des principaux symboles de l'unité arabe, sur un territoire qui est immense et dans lequel se développe la langue arabe, la culture arabe, et aussi qui est dominé par des chefs uniquement arabes. On retrouve cette importance du califat omeyyade dans les symboles du panarabisme qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, la bande blanche sur les drapeaux d'un certain nombre de pays arabes n'est autre que le symbole de la dynastie omeyyade. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on se retrouvera pour parler du califat abbasside. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et aussi à vous abonner à ma chaîne. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!